Alors, je suis le professeur Philippe, je suis le chef du service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux. Pouvez-vous nous dire à quoi sert le sommeil? Alors, initialement, on pensait que le sommeil était une production du cerveau pour le cerveau. Et en particulier, au début, on a beaucoup travaillé sur, par exemple, la mémoire, et on a découvert qu'au cours du sommeil, on arrivait à créer des connexions privilégiées qui permettaient l'apprentissage et qui allaient nous permettre de nous souvenir dans le temps des activités qu'on faisait dans la journée. Ensuite, on a eu des mécanismes d'analyse plus poussés de la fonction du sommeil. En particulier, on a montré plus récemment que, par exemple, le sommeil peut servir également à nettoyer le cerveau, c'est-à-dire que les protéines qui sont accumulées dans les cellules du cerveau, en fait, doivent être éliminées pendant la nuit. Sinon, ça peut avoir des conséquences dramatiques, comme dans les maladies neurodégénératives, par exemple l'Alzheimer. Donc, il y a une fonction de nettoyage du cerveau. Et puis après, plus largement, on a commencé à dézoomer et à sortir du cerveau. On s'est rendu compte que le sommeil sert pour l'ensemble des fonctions du corps humain. En particulier, par exemple, il est très important pour la production hormonale. Et au cours du sommeil lent profond, on produit, par exemple, une hormone qui s'appelle l'hormone de croissance, qui sert, quand vous êtes petit, à grandir, et quand vous êtes grand, à maintenir l'atrophie des tissus. Ce qui fait que si vous avez un mauvais sommeil dans l'enfance, par exemple, ça peut retarder votre croissance. On a aussi montré plus récemment que le sommeil est impliqué dans des processus liés à l'immunité. Et par exemple, si vous êtes privé de sommeil, vous allez avoir plus de chances de contracter une infection virale. On y reviendra quand on parlera de l'hygiène du sommeil. Enfin, le sommeil est très important pour la fonction cardiaque. Quand vous dormez, votre fréquence cardiaque se ralentit, donc il y a un effet protecteur pour le cœur. Donc il y a également un mécanisme qui implique le fonctionnement de l'ensemble des organes. C'est pour ça qu'on a élaboré un concept dont on reparlera qui s'appelle la santé liée au sommeil. Pouvez-vous nous dire comment marche le sommeil? Le sommeil fonctionne globalement sur deux jambes. Une jambe dite homéostasique et l'autre jambe dite chronobiologique. Alors on va commencer par la chronobiologie. Vous savez que notre corps est régi par des horloges et on a une propension à avoir une activité très réglée. La faim, la soif, même les périodes menstruelles, par exemple chez la femme, ont une rythmicité. Pour le sommeil, c'est pareil. Et on a une horloge interne dans le cerveau, au niveau du noyau suprachiasmatique, qui nous dit donc sur un rythme circadien, circa proche diem la journée, donc sur un rythme de 24 heures, à quel moment il faut s'éveiller et s'endormir. Cette rythmicité-là, elle est très importante parce qu'elle permet de maintenir donc un quota de sommeil sur une période de 24 heures qui est liée en fait aux besoins absolus du corps humain. C'est-à-dire contrairement à la faim ou à la soif où on peut par exemple ne pas manger pendant plusieurs jours et ne pas boire non plus pendant plusieurs jours, le sommeil c'est très très difficile de s'en priver plus d'une journée, on a des conséquences beaucoup plus importantes. Donc il y a un premier mécanisme de régulation très important qui est cette horloge chronobiologique. Cette horloge elle va donc déterminer une rythmicité de votre sommeil, mais elle va aussi déterminer un calage de phase. On le verra après quand on reparlera des différents types de dormeurs, mais par exemple, il y a des sujets qui vont plutôt s'endormir tôt et se lever tôt, d'autres qui vont s'endormir tard et se lever tard. Ça, c'est lié au calage de l'horloge. Alors, cette horloge, elle fonctionne avec plusieurs principes de régulation. Donc, il y a un petit centre de contrôle au niveau du cerveau, dans le noyau suprachiasmatique. Mais il y a aussi un grand chef d'orchestre qui est la mélatonine, qui est donc une hormone qui est produite et qui donne le timing de votre rythmicité circadienne. Cette mélatonine, elle est produite généralement aux alentours de 2-3 heures du matin, et c'est elle qui va vous donner votre calage par rapport aux facteurs externes. Par exemple, on sait que la lumière joue un rôle très important sur le calage de l'horloge. Par exemple, si vous prenez la lumière le soir en prenant un apéritif avec des amis en terrasse, ce qui est difficilement faisable en ce moment, vous allez plutôt retarder votre heure de coucher. Si au contraire, vous prenez de la lumière le matin, dès le lever, vous allez avancer votre horaire du coucher la nuit d'après. Donc, cet élément lumière est très important pour synchroniser. Il y a un autre facteur aussi qui a été mis en évidence, qui est les rythmes sociaux. Et si par exemple on fait vivre des gens qui ont des périodes différentes de sommeil ou des typologies de sommeil différentes, si on les fait vivre ensemble dans une pièce, on se rend compte qu'ils vont tous adopter une période moyenne qui va être un peu la moyenne de chacun de ces typologies.
Donc cette horloge circadienne, elle a donc un rôle très très important pour donner une rythmicité dans la survenue de notre sommeil. Il y a une autre dimension ensuite connexe qui est très importante, qui est la pression homéostasique. Alors cette pression homéostasique, elle a été découverte plus tardivement, dans les années 90, alors que les horloges circadiennes ont été mises en évidence très tôt, dans les années 50 ou 60. Et cette pression homéostasique, en fait, elle est conditionnée par la durée de veille. C'est-à-dire que schématiquement, dès votre réveil, vous allez produire de l'adénosine, une substance particulière qui se fixe sur des récepteurs du cerveau, et c'est l'accumulation de cette adénosine qui va créer l'augmentation de la pression de sommeil. Et quand vous allez vous endormir, en première partie de nuit, vous allez faire du sommeil lent profond qui va réduire massivement la pression de cette accumulation d'adénosine. Il y a même une relation directe entre la durée et la profondeur du sommeil lent profond. Cette notion d'homéostasie, elle est très importante, vous allez voir, parce qu'on va s'en servir pour améliorer votre hygiène de sommeil, voire même approfondir le sommeil chez des gens qui ont des épisodes d'insomnie. Donc cette pression homéostasique, elle est génétiquement déterminée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins gros dormeurs, il y a des gens qui ont plus ou moins de pression homéostasique, d'accord? Globalement, ce qu'on sait, c'est que quand on est jeune, on fait beaucoup de sommeil lent profond parce qu'on a besoin d'apprendre plein de choses. Plus on avance dans le temps, plus on a tendance à réduire son pourcentage de sommeil lent profond, et d'ailleurs sa durée globale de sommeil, et par voie de conséquence, on augmente aussi sa durée d'éveil intranocturne, ce qui peut expliquer la survenue d'insomnie quand on commence à vieillir, parce que souvent on a une inadaptation entre son hygiène de sommeil et ses besoins de sommeil. La dernière composante de régulation, qui est une composante qu'on pourrait baptiser de compensatrice, repose sur des systèmes d'éveil, c'est-à-dire pour pouvoir vous adapter dans la vie moderne en particulier, où on peut vivre 24/24, en fait, vous possédez des systèmes d'éveil qui agissent un peu comme une pédale d'accélérateur, c'est-à-dire que la composante chronobiologique et la composante homéostasique vont avoir tendance à vous entraîner vers le sommeil et vers l'éveil, et les mécanismes d'éveil vont vous permettre de compenser, en fait, cette pression de sommeil pour avoir une durée plus importante de veille si besoin. Et donc, ces mécanismes-là viennent en supplément. Si vous êtes privé, par exemple, à cause d'une maladie neurologique comme la narcolepsie, de ces systèmes d'éveil, ben, vous allez avoir tendance à tomber endormi dans la journée et avoir un excès de sommeil par défaut de ces systèmes d'éveil. Quels sont les types de dormeurs? Alors, d'abord, il y a des dormeurs physiologiques. Par exemple, il y a des gros dormeurs, il y a des petits dormeurs. Un adulte sain, il doit dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Il y a des gens qui dorment plus. Il y a un pourcentage très faible de gens qui dorment moins. Il y a aussi des gens qui sont de typologie du soir, c'est-à-dire qui se couchent très tard et ils se lèvent très tard. Et il y a des gens qui sont de typologie du matin, donc ils se couchent tôt, mais ils se lèvent aussi très tôt. Bon. Schématiquement, il y a 25% de gens du soir, 25% de gens du matin, et le reste est dit intermédiaire, c'est-à-dire ils se couchent à une période moyenne et ils se lèvent à une période moyenne. Ces tendances-là, elles se modifient avec l'âge. C'est-à-dire que plus vous vieillissez, moins vous allez dormir et plus vous allez devenir du matin. Donc on n'est pas dans un schéma figé, mais quand même génétiquement, vous avez une typologie qui fait que vous serez plutôt génétiquement du soir, un peu comme vos parents, ou plutôt génétiquement du matin, un peu comme vos parents. Alors, une fois ces grands besoins déterminés, il y a aussi des plaintes qui sont très fréquentes dans la population, et on peut identifier 3 grandes catégories de groupes de dormeurs. Il y a un premier groupe de dormeurs qui est très fréquent, qui est peut-être le plus fréquent, qui est celui qui dit « je ne dors pas assez ». Et chez ces dormeurs qui ne dorment pas assez, il y a 2 mécanismes princeps. Le premier qui est « je n'ai pas assez de sommeil ». Et ça, on en reparlera avec la notion d'hygiène du sommeil, mais l'évolution de nos sociétés a fait qu'on passe de moins en moins de temps dans le lit, ou que quand on est dans le lit, on y fait d'autres choses que dormir, par exemple regarder des séries télé, ou travailler, ou échanger sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a un mécanisme de dette de sommeil qui a été mis en évidence. On sait par exemple que les Français dorment en moyenne 6h40, alors que les besoins minimaux pour la population adulte, c'est 7 heures. Donc ce premier mécanisme-là, il est très important et on verra comment le repérer dans la partie hygiène de sommeil, en particulier sur les différences entre le sommeil de semaine et le sommeil de week-end. Le deuxième mécanisme, qui est un mécanisme sensiblement différent, est un manque de sommeil réel ou perçu.
Et là, c'est donc une incapacité à dormir ou à percevoir le sommeil. Alors, cette notion est très importante parce que la majorité des insomniaques pensent qu'ils dorment pas. Or, en fait, 75% des insomniaques dorment, mais leur problème, c'est qu'ils ne le perçoivent pas. Donc, cette notion, elle est très fréquente et l'insomnie, ça se définit par avoir du fait à s'endormir, des éveils nocturnes, un réveil trop précoce et un impact sur le fonctionnement diurne. Donc, si vous avez un de ces symptômes et l'impact sur le fonctionnement diurne, on peut vous catégoriser comme insomniaque avec bien entendu une certaine fréquence, c'est-à-dire une répétition dans la semaine qui fait que ça ne survient pas une simple nuit, mais ça se répète dans le temps, semaine après semaine. Donc, ces patients insomniaques, c'est des gens qui ont beaucoup de plaintes et souvent ils ont des comorbidités. Par exemple, ils peuvent avoir une comorbidité très fréquente avec l'anxiété et la dépression. On le voit en ce moment avec le stress lié au Covid. Mais il y a aussi les comorbidités liées à la douleur. Et ça, c'est un autre mécanisme très important qui fragmente le sommeil et qui amplifie en fait la sensation d'éveil intranocturne. Donc cette population-là, c'est une population assez particulière. On y trouve 2 fois plus de femmes que d'hommes. C'est souvent une population qui augmente avec l'âge, hein, c'est-à-dire que à partir de 25 ans, on a déjà des plaintes insomniaques, mais ça s'amplifie massivement à partir de 50 ans. Ça peut être aggravé par la ménopause, par exemple. Et donc, ça relève sur des thérapies qui peuvent être pharmacologiques, hein, des traitements hypnotiques, mais aussi comportementales. On en parlera justement dans la partie hygiène de sommeil. Donc, ce premier grand groupe de pathologies a une représentativité plutôt féminine. Il y a un deuxième groupe de malades qui est un groupe de malades qui répond à la plainte « je dors trop ». Donc là, c'est des gens qui, en fait, vont dans la journée avoir une incapacité à se maintenir éveillés. Et ici, on peut trouver des gens qui dorment pas assez, mais qui n'en ont pas conscience. Ça s'appelle le syndrome d'insuffisance de sommeil. Donc eux, ils sont persuadés qu'ils font bien avec leur hygiène de sommeil, mais comme la dette de sommeil est cumulative, en fait, ils vont développer dans le temps une somnolence très importante que souvent ils confondent avec la fatigue, d'où l'intérêt de mon livre Anti-fatigue, parce que dans la majorité des consultants qui viennent me voir dans mon service universitaire, eh bien, la plainte première, c'est pas « je suis somnolent », c'est « je suis fatigué ». Donc ces phénomènes de dette de sommeil, c'est très important à repérer, et on le verra en parlant de l'hygiène de sommeil, c'est une réponse que tout le monde peut s'appliquer pour améliorer la qualité de son sommeil, c'est définir ses besoins et les adapter. Et puis après, il y a d'autres causes de somnolence qui vont être, par exemple, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est-à-dire que si vous vous arrêtez de respirer la nuit, vous allez avoir une fragmentation du sommeil qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir un sommeil non reposant parce que pas suffisamment riche en sommeil lent profond, et malgré le fait que vous dormiez 8 heures, vous allez développer une somnolence diurne excessive. Ça, c'est très fréquent, ça touche pratiquement 8% de la population générale, et c'est associé, on le verra aussi, à une mauvaise qualité du sommeil. Et enfin, la dernière catégorie qui est beaucoup plus rare, c'est ces patients qui sont privés de système d'éveil, souvent parce qu'il y a une maladie auto-immune qui a détruit des cellules dans le cerveau, et ces cellules, qui sont des cellules des systèmes d'éveil, elles vont créer une somnolence très importante. Hein. Ça touche 0,04% de la population, donc c'est très rare. Hein. Mais c'est très important de repérer ces malades-là, parce que souvent, on les confond avec des gens qui souffrent de fatigue chronique. En fait, c'est une maladie très précise sur laquelle on a des traitements très efficaces. Donc après, je dors pas assez ou je dors trop, on a une troisième catégorie qui est je dors mal. Et là, dans cette catégorie je dors mal, souvent c'est des gens qui ont quelque chose qui les gêne la nuit. Donc, par exemple, au début de la maladie apnéique, on a tendance à se réveiller et pas avoir encore développé complètement la somnolence. Donc souvent, il y a des gens qui viennent avec des plaintes d'insomnie et un mauvais sommeil, un sommeil non reposant le matin. Il faut s'attacher à rechercher les facteurs organiques. Il y a un autre phénomène très important qui est les mouvements périodiques du sommeil, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont avoir des mouvements au cours de leur sommeil, qui vont fragmenter leur sommeil, qui vont produire une altération de la qualité du sommeil, qui est un autre facteur très important. Et puis le syndrome douloureux est extrêmement important également et traduit donc une altération de la qualité du sommeil qui est importante à repérer. Ces 3 grands groupes de patients, je dors pas assez, je dors trop, je dors mal, c'est vraiment des candidats pour aller dans un centre de sommeil, pour faire des enregistrements polysomnographiques et vérifier s'il n'y a pas des facteurs organiques ou des maladies organiques, voire
potentiellement psychiatriques associés qui expliquent les troubles. Qu'est-ce que l'hygiène du sommeil? L'hygiène du sommeil, c'est un concept fondamental. Vous connaissez tous 5 fruits et légumes, 10 000 pas par jour, mais 7 x 7, 49, ça vous dit rien. Et pourtant, c'est un des fondements de l'hygiène du sommeil. Pour les adultes sains, entre 25 et 65 ans. Alors, l'hygiène du sommeil, c'est 3 règles. La régularité, la durée et la qualité. Donc 7 x 7, 49, c'est 7 heures de sommeil, 7 nuits par semaine pour avoir une quantité de 49 heures minimale par semaine. D'accord ? Donc ça sous-entend qu'il faut d'abord un horaire de lever constant. Beaucoup de gens pensent que le sommeil se cale sur l'horaire d'endormissement, c'est complètement faux. Comme je vous l'ai dit, c'est la pression homéostasique qui va conditionner donc l'horaire idéal d'endormissement, et cette pression homéostasique, elle est elle-même dépendante de votre horaire de lever. Donc pour bien dormir, il faut se lever tous les jours de la semaine à la même heure. Le deuxième élément, c'est la durée, bien entendu. Et ça, c'est une notion que peu de gens connaissent. Pourquoi? Parce que souvent, dans la semaine, ils ont une durée plutôt courte, et ils ont tendance à augmenter leur durée de sommeil dans le week-end, ce qui fait qu'ils perdent leur repère à la fois sur l'horloge chronobiologique, mais aussi sur les besoins en termes de durée. Donc, comme je l'explique très bien dans mon programme d'antifatigue, en fait, à l'aide d'agenda de sommeil, une démarche importante à faire, c'est de connaître ses besoins de sommeil. Et pour les connaître, il faut mettre en place un programme dans le temps où on va adopter une régularité qui va permettre de calculer sa durée. Et une fois qu'on connaît sa durée de sommeil, il suffit d'ajuster son temps passé au lit à sa durée et on aura en fait une qualité du sommeil, qui est la troisième composante, qui soit parfaitement adaptée à ses besoins. Maintenant, en fonction de l'âge, en fonction du niveau de stress, en fonction de certains éléments douloureux, on n'arrive pas toujours à avoir une adéquation parfaite entre le temps qu'on passe au lit et le sommeil. Comment peut-on améliorer son sommeil dans ce cas-là? On peut l'améliorer par un principe assez simple qui est de réduire un petit peu son temps passé au lit, ce qui va avoir pour effet de créer une dette chronique de sommeil modérée, ce qui va augmenter le pourcentage de sommeil lent profond, approfondir votre sommeil et augmenter la qualité de votre sommeil dans le temps. Donc ça, c'est des principes de base d'hygiène de sommeil que j'indique bien dans le modèle de la stratégie de 4 semaines. Il y a aussi un élément important qui est inscrit dans Antifatigue et qui code beaucoup, en particulier pour les gens douloureux et les gens qui souffrent de maladies inflammatoires, et qui est la notion de régulation en termes d'activité physique et de nutrition. Et en fait, on sait que l'activité physique, la nutrition de type inflammatoire et les rythmes de sommeil codent pour réduire en fait le niveau d'inflammation de bas grade, qui est un des problèmes très importants des patients qui souffrent d'inflammation chronique. Et donc, en combinant ces 3 actions-là et en les mettant en place dans un programme progressif où on se fixe des cibles d'objectifs, par exemple 10 000 pas, une alimentation à tous les repas méditerranéens, et puis un quota de sommeil de 7 heures avec un temps passé au lit très proche de ce montant-là, on arrive à avoir un effet cumulatif et donc réduire son inflammation et réduire sa fatigue par voie de conséquence et aussi améliorer la qualité de son sommeil. C'est une très bonne stratégie pour les gens qui souffrent de maladies inflammatoires s'il n'y a pas de pathologies organiques associées qui peuvent nécessiter parfois, bien sûr, une consultation dans un centre de sommeil.